Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels, et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler d'un comics qui a jeté un froid sur mon parcours de jeune lecteur. Le 5e numéro de Spawn, paru en 1992. Spawn est incontestablement l'un des comics que j'ai lu le plus longtemps dans ma vie. J'ai découvert le personnage avec la sortie du film en 1997, alors que je faisais mes premiers pas dans l'univers des super-héros, et dès lors j'ai voulu lire le comics qui l'avait inspiré. Au passage, ce film n'est pas aussi mauvais que ce que l'on a tendance à entendre. Certes, il a plutôt mal vieilli, mais le travail sur les costumes et les maquillages était carrément convaincant. John Leguizamo est juste énorme en Violator, et si on replace ce long métrage dans son contexte de sortie, je le trouve plutôt honnête et fidèle à l'esprit du comic book. Bon, je vous l'accorde, il y a quand même quelques effets numériques bien dégueulasses. Conquis par ce super-héros badass et bien plus violent que ceux que je connaissais à l'époque, comme Batman ou Spider-Man, je me jette donc sur les comics publiés en kiosque par Semic, et je suis immédiatement conquis au point de me mettre en quête de tous les numéros parus précédemment. Et sur ce coup-là, je crois que j'étais carrément en phase avec mon époque. Spawn est en effet le fruit d'un véritable tsunami dans l'univers de la bande dessinée américaine dans les années 90, la création d'Image Comics. Rappelons-le, aux États-Unis, si un artiste crée un personnage chez Marvel Comics par exemple, celui-ci ne lui appartiendra jamais. L'éditeur en est le propriétaire et pourra l'utiliser comme bon lui semble par la suite. À la fin de l'année 1991, de jeunes artistes s'estimant spoliés par Marvel et DC Comics décident de se réunir pour fonder leur propre maison d'édition, chez qui les auteurs conserveraient la propriété de leur création. C'est ainsi qu'en 1992, Rob Liefeld, Eric Larson, Jim Valentino, Todd McFarlane, Mark Silvestri et Jim Lee donnent naissance à Image Comics, qui publiera dès le printemps de cette même année ses premières séries, Youngblood, Savage Dragon, Wildcats et Spawn. Image Comics va devenir un éditeur incontournable aux États-Unis et publiera au fil des années de nombreuses séries à succès comme Invincible, Saga ou The Walking Dead. Mais revenons-en à Spawn. Surfant sur la tendance grim and gritty née dans les années 80, Spawn est plus proche de l'anti-héros que du super-héros classique. Agent spécial ayant travaillé pour la CIA, Hal Simmons est trahi par sa propre hiérarchie et assassiné pendant l'une de ses missions. Arrivant en enfer, il fait face au seigneur Malebolgia qui lui propose un pacte. En échange de ses services, Simmons pourra revoir celle qu'il aime, Wanda. Mais c'est un marché de dupes, Simmons est renvoyé sur Terre en tant que Hellspawn, serviteur de l'enfer chargé de mener la guerre contre le ciel. Devenu partiellement amnésique et horriblement défiguré, il comprend qu'il a été berné par le démon. Simmons va alors utiliser ses nouveaux pouvoirs pour se venger de ceux qui l'ont tué, dans l'espoir de retrouver un jour son humanité perdue. Évidemment, c'est juste le pitch de base, parce que depuis 1992, il s'est passé pas mal de choses. Cette année sort en effet le 300e numéro de Spawn, faisant de la série l'un des comic books indépendants les plus longs de tous les temps. Si en 300 numéros il y a forcément eu des hauts et des bas, le personnage conserve une aura particulière sur les lecteurs de comics, y compris les plus jeunes. Parce que même près de 30 ans après sa création, Spawn reste une sorte de révélation pour ceux qui découvrent aujourd'hui l'univers des super-héros. Et si Marvel possède des personnages plus sombres et violents que la moyenne, comme Wolverine ou le Punisher, il est toujours difficile pour eux de rivaliser avec Spawn en évoluant dans l'univers mainstream de la Maison des Idées. Et l'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui reflète parfaitement ça. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez la lire en français dans le premier tome de l'intégrale disponible chez Delcourt. L'épisode s'ouvre sur la libération d'un dénommé Billy Kincaid, marchand de glace ambulant condamné pour avoir assassiné une petite fille. La remise en liberté de cet assassin ne ravit guère les détectives Sam et Twitch, qui sont persuadés que celui-ci n'a pas qu'une seule victime à son actif. Mais Kincaid fait visiblement preuve d'un comportement exemplaire depuis qu'il est en détention. Pourtant, on comprend vite que malgré ses 6 années de thérapie, il n'a pas vraiment changé, et qu'il compte même allonger la liste de ses petites victimes, qui sont en fait au nombre de 27. La libération de Kincaid fait grand bruit dans les médias, si bien que la nouvelle finit par arriver aux oreilles de Spawn, pour qui ce nom n'est pas inconnu. Alors qu'il était encore Hal Simmons, il s'était vu confier la mission d'éliminer Kincaid, mais celui-ci avait été arrêté par la police avant qu'il ne puisse exécuter son contrat. Les preuves accusant Kincaid de nombreux crimes, découvertes dans sa cachette, disparurent ensuite dans une explosion inexpliquée. Jason Wynn, le supérieur de Hal, demanda alors à toutes les personnes impliquées de laisser tomber l'affaire, empêchant ainsi la vérité sur Kincaid d'éclater au grand jour. Refusant de laisser le tueur d'enfants s'en tirer une nouvelle fois, Spawn décide de prendre les choses en main. Et il fait bien parce qu'entre-temps, on assiste à une scène carrément traumatisante. Enfin en tout cas, moi, ça m'a traumatisé.
Ayant repris illégalement son activité de marchand de glace, Kincaid attire une petite fille dans son camion, et on comprend rapidement quel sort est destiné à la malheureuse. Le soir même, chez lui, déguisé en femme, Kincaid décore les murs en y collant les doigts de son innocente petite victime. Spawn a retrouvé sa trace, et Sam et Twitch, qui surveillent discrètement les agissements du criminel, voient la silhouette du justicier fondre sur le domicile du bourreau. Accourant vers la maison, les deux détectives ne trouvent aucune trace de Kincaid, mais récoltent assez de preuves pour le renvoyer derrière les barreaux, espérant désormais lui mettre la main dessus au plus vite. Mais en pénétrant dans leur bureau, ils ont la surprise de trouver face à eux le cadavre de Kincaid, nu et entravé par des chaînes, un esquimau enfoncé dans la gorge. Spawn est visiblement arrivé avant eux. L'épisode se termine là-dessus, et le jeune lecteur que j'étais a trouvé ça... tellement badass, putain! Cette histoire est une pure synthèse des comics des années 90. Jusqu'alors, les super-héros étaient généralement moins violents, voire pratiquement non violents pour certains, et leurs adversaires avaient pour objectif la domination du monde, ou étaient tout simplement des criminels par appât du gain. Il ne faut pas non plus oublier que ne pas tuer les vilains a aussi un aspect économique pour l'éditeur, cela assure de pouvoir les faire revenir régulièrement. Et même si les comics prennent un ton plus adulte à partir des années 80, je pense sincèrement que Spawn et d'autres personnages d'Image Comics marquent un vrai tournant pour la bande dessinée de super-héros. Ils n'ont pas de remords à tuer leurs adversaires et utilisent des méthodes expéditives, ce qui tranche nettement avec leurs homologues de chez Marvel ou DC Comics qui sont dans l'ensemble plus modérés. Mais évidemment, plus les héros sont violents, plus le comportement des vilains doit le justifier, parce que ça paraît quand même un peu démesuré d'arracher la tête à un mec qui braque une banque. Billy Kincaid est un méchant idéal dans ce contexte. Bien qu'étant un simple humain, son comportement est plus monstrueux que celui de n'importe quel super vilain des Big Two. Et ces crimes abominables, qui nous rappellent malheureusement des affaires bien réelles, vont permettre de justifier l'attitude extrême de Spawn. D'ailleurs, ça soulève une question assez intéressante sur laquelle je reviendrai sûrement un jour. Tout super-héros, quel qu'il soit, est toujours le symbole de l'échec de notre système. Oui, car très clairement, les super-héros sont là pour pallier au dysfonctionnement du système judiciaire qui peut être soit inefficace, soit carrément corrompu. Et c'est tout à fait le cas dans l'épisode dont je vous ai parlé. Spawn intervient alors qu'un dangereux criminel est remis en liberté et que Sam et Twitch sont totalement démunis pour l'arrêter. Et très sincèrement, quand on voit à quel point Kincaid est une pourriture finie, et même si sa mort est extrêmement violente, on ne peut éprouver aucune compassion pour le personnage. Attends, le type coupe les doigts des enfants, il te faut quoi de plus? Des années après, je trouve que ce numéro est toujours aussi marquant, et même si Billy Kincaid est revenu plusieurs fois hanter les pages de Spawn, cette première confrontation reste pour moi la meilleure. En tout cas personnellement, même si je suis obligé de reconnaître que ces premiers épisodes de McFarlane ont un peu vieilli, il reste à mes yeux un passage obligé pour tout lecteur de comics qui se respecte, tant il reflète une période de changement pour la bande dessinée américaine. Si vous n'avez jamais lu Spawn, j'espère que cette petite vidéo sans prétention aura su vous convaincre. Mais bon, commencez tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même 300 numéros à rattraper. Ça fait de la lecture. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.